Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre chaîne, un débat organisé par la Commission des Affaires européennes pour préparer le Conseil européen qui doit se tenir à Bruxelles les 14 et 15 mars prochains. Il porte notamment sur la coordination des politiques économiques, budgétaires et de l'emploi des différents États membres au moment même où, selon toutes les estimations, la zone euro devrait rester en récession cette année, avec pour conséquence principale que la plupart des pays européens auront du mal à réduire leur déficit. C'est d'ailleurs le cas de la France. L'engagement du gouvernement de ramener son déficit à 3% du PIB en 2017 vient d'être reporté d'un an après que la Commission européenne l'a jugé intenable, faute de croissance économique. Du coup, des négociations sont en cours avec Bruxelles sur le calendrier des efforts à fournir, car la France est sous surveillance de la Commission européenne qui la pénaliserait en cas de dérive. La Commission peut en effet censurer le budget d'un État à la dérive. Mais tout de suite, direction l'hémicycle pour ce débat préalable au Conseil européen des 14 et 15 mars. Très bon après-midi à tous sur notre chaîne. L'ordre du jour appelle le débat préalable au Conseil européen des 14 et 15 mars 2013, suite à une demande de la Commission des Affaires européennes. La parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, comme nous en avons pris l'habitude désormais, nous nous retrouvons à l'occasion de cette séance pour préparer ensemble les débats qui auront lieu dans quelques jours au Conseil européen à Bruxelles. Cette séance doit être pour le gouvernement l'occasion d'indiquer les conditions dans lesquelles il s'apprête à aborder cette discussion dans un contexte particulier que je veux rappeler en quelques mots. Le contexte est d'abord dominé par la crise que connaît l'Union européenne, qui s'approfondit, qui s'aggrave, qui pour un certain nombre de pays s'enquiste, avec une récession qui fait son œuvre de destruction d'emplois, qui voit le chômage augmenter partout en Europe. Le contexte est également celui du semestre européen, c'est-à-dire de cet exercice de relation entre la Commission et les gouvernements de l'Union européenne, encadré par les textes du six-pack, du two-pack et du traité budgétaire, textes qui permettent au gouvernement, en lien avec la Commission européenne, de définir les conditions dans lesquelles les objectifs de déficit public que les États se sont assignés à eux-mêmes à l'occasion de l'adoption de leur budget pourront être atteints. Nous sommes donc confrontés à un double exercice, celui d'une part d'une discussion qui doit nous conduire dans la crise à évaluer l'efficience de nos politiques économiques, à assurer leur convergence autour d'un équilibre qui permettra d'accélérer la sortie de crise, et nous sommes aussi dans un exercice qui doit permettre de rendre compte pour les États des conditions dans lesquelles ils atteignent leurs objectifs de réduction des déficits. Je voudrais rappeler tout d'abord que la France a souhaité, depuis le mois de juin, s'engager dans une réorientation très profonde de la politique de l'Union européenne destinée à équilibrer les politiques de sérieux budgétaire, d'initiatives en faveur de la croissance. Lorsque nous sommes arrivés au mois de juin en situation de responsabilité, nous avions essentiellement trois objectifs que je veux rappeler. Faire en sorte que la croissance redevienne possible au sein de l'Union européenne par des initiatives prises au niveau de l'Union européenne et permettant d'équilibrer les objectifs de sérieux budgétaire que les États s'étaient assignés à eux-mêmes dans le cadre des textes et traités récemment adoptés, au titre du semestre européen notamment. Deuxièmement, faire en sorte que nous puissions, pour créer les conditions de la croissance, remettre en ordre la finance, le système financier bancaire au sein de l'Union européenne. Troisièmement, créer les conditions, notamment dans le cadre de la réflexion en cours conduite par Herman Van Rompuy, d'un approfondissement de l'union économique et monétaire
avec le souci constamment présent à l'esprit du renforcement de la solidarité. Je voudrais, à la veille du Conseil européen, sur ces 3 sujets essentiels, qui sont ceux autour desquels nous pouvons construire le rééquilibrage des politiques de l'Union européenne, profiter de notre échange d'aujourd'hui pour faire un point. Tout d'abord, les institutions de l'Union européenne, comme l'ensemble des pays de l'Union, sont bien décidées à faire du Conseil européen de jeudi et vendredi l'occasion d'un débat approfondi sur la pertinence des politiques économiques conduites au sein de l'Union européenne et sur les conditions dans lesquelles l'équilibre entre croissance sérieux budgétaire et solidarité va pouvoir se matérialiser dans les mois qui viennent. Pour ce qui concerne la croissance, le Conseil européen a décidé de mettre à l'ordre du jour de ces débats la question du pacte de croissance de 120 milliards d'euros, décidé à l'occasion du Conseil européen du mois de juin dernier, et dont la déclinaison sur les territoires est en cours, et dont nous devons profiter de ce Conseil européen pour évaluer très concrètement l'impact qu'il a sur les politiques de l'Union, sur le développement des territoires et sur la croissance. Ce débat se fera en 2 temps. Il y aura d'abord une évocation de la mise en place des instruments du pacte de croissance par l'ensemble des institutions de l'Union européenne avec le concours des États de l'Union. Ce sera l'objet de la discussion de jeudi et vendredi prochain. Puis, il y aura une prolongation de ce débat autour du pacte de 120 milliards à l'occasion du Conseil du mois de juin, qui, par-delà l'évaluation de l'efficacité des instruments, visera à mesurer concrètement les résultats obtenus par ce pacte en termes de croissance dans les différents pays de l'Union européenne. Il arrive très souvent que, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, un certain nombre de sensibilités politiques s'interrogent, avec plus ou moins de bonne foi, sur la réalité de ce plan. Je veux rappeler que ce plan se répartit en 3 enveloppes, une enveloppe de 55 milliards d'euros de fonds structurels budgétés dans le cadre des perspectives financières pour l'Union européenne pour la période 2007-2013, mais non affectés, non dépensés, une enveloppe de 60 milliards d'euros de prêts de la Banque européenne d'investissement rendus possibles par une recapitalisation de cette banque à hauteur de 10 milliards d'euros, et une première phase d'obligations de projet à hauteur de 4,5 milliards d'euros, rendue possible par la mise en garantie dans le budget de l'Union européenne de 350 millions d'euros. Pour ce qui concerne la France, précisément, nous avons sur ces 55 milliards d'euros une première mobilisation d'une enveloppe plancher qui ne présage en rien de ce que sera la mobilisation globale des fonds au terme de la période de 2,2 milliards d'euros. Nous avons le souhait de faire en sorte que le retour des prêts de la BEI pour notre pays soit fortement optimisé. Pour l'Allemagne, le retour des prêts de la BEI est d'à peu près 13%. Pour la France, il est de l'ordre de 7%. Si nous parvenons, par une bonne mobilisation des territoires, des industriels et des services financiers, à optimiser notre retour au titre des prêts de la BEI, nous pourrions escompter jusqu'à 7 à 8 milliards de retours en France des 60 milliards d'euros de prêts rendus possibles par la recapitalisation de la banque. Enfin, nous attendons entre 6 et 700 milliards d'euros des obligations de projet, ce qui me conduit à vous dire très précisément, et je pourrais, si ça intéresse la Commission des affaires européennes, vous donner la déclinaison territoriale de ces fonds et les projets auxquels ils ont été affectés. Nous avons pour la France à peu près 11 milliards d'euros d'argent européen mobilisés au titre du plan de croissance dans les mois qui viennent, ce qui, par effet de levier, devrait permettre d'avoir un impact global de ce plan d'à peu près 24 milliards d'euros, ce qui représente, dans le contexte de la crise auquel notre pays est confronté, une opportunité et un impact en termes d'investissement non négligeable. Je donne cette précision sur le pacte de croissance qui sera évoqué à l'occasion du Conseil européen de jeudi et vendredi et qui le sera à l'occasion du Conseil européen du mois de juin, pour bien matérialiser devant votre Assemblée que ce plan n'est pas virtuel, qu'il a une transcription concrète et qu'il est en train d'être mobilisé et décliné dans les différents territoires. Deuxième enveloppe dont nous souhaitons qu'elle contribue à la croissance, c'est l'enveloppe du budget pour l'Union européenne pour la période 2014-2020. Je veux rappeler que pour des raisons qui tiennent au rabotage constant des crédits de paiement nécessaires au financement du précédent cadre budgétaire, il y a eu 260 milliards d'euros de budgétés entre 2007 et 2013, alors que le budget
de l'Union européenne prévoyait une mobilisation en crédit de paiement de 942 milliards d'euros. C'est donc 80 milliards d'euros de moins que l'enveloppe de crédit de paiement prévue, qui a été mobilisée dans le cadre du précédent budget, au terme de la lettre de novembre 2010, envoyée par l'ancien président de la République française, la chancelière, le Premier ministre finlandais, le Premier ministre néerlandais, au président de la Commission européenne, préconisant qu'on rabotât les crédits de paiement nécessaires au financement des politiques prévues par le précédent budget de l'Union européenne. Si nous mobilisons la totalité des crédits du budget qui vient d'être adopté, c'est 50 milliards d'euros de plus que dans le précédent cadre budgétaire qui seront mobilisés. Je veux rappeler que les crédits alloués à la croissance par le cadre budgétaire que nous venons d'adopter augmenteront de près de 40% au cours des 6 prochaines années et les budgets du programme Connecting Europe de près de 120%. Je veux également rappeler que dans le cadre de ce budget, pour ce qui concerne la politique de cohésion, la politique agricole commune, nous avons atteint tous nos objectifs. Nous avons également procédé à la création du fonds d'accompagnement des jeunes pour les régions ayant un taux de chômage supérieur à 25%. Tout cela nous conduit à optimiser fortement notre retour sur tous les objectifs pour lesquels nous étions mobilisés dans le cadre de la négociation budgétaire qui vient de s'achever. Pacte de 120 milliards, budget de l'Union européenne. Troisièmement, nous souhaitons également que l'approfondissement du marché intérieur, l'acte 2 du marché intérieur, soit une très belle occasion pour nous de multiplier les initiatives de croissance, qu'il s'agisse des efforts que nous souhaitons que l'Union fasse en matière d'harmonisation sociale et fiscale. Nous pourrons en parler à l'occasion du questionnement qui suivra les interventions, qu'il s'agisse aussi de l'instauration du principe du juste échange dans le libre-échange, à travers les discussions en cours sur les directives concessions et directives marchés publics, qui permettent de ne plus ouvrir nos marchés publics à des entreprises venant de pays qui n'ont pas ouvert leurs marchés publics à nos propres entreprises, qu'il s'agisse aussi de la volonté de faire en sorte que le mieux-disant social et environnemental qui s'applique à nos entreprises, avec un haut niveau de normes élaborées par l'Union européenne, ne soit pas un handicap dans la mondialisation pour les entreprises de l'Union. Voilà pour ce qui concerne la croissance. Mais nous souhaitons que le Conseil européen de jeudi et vendredi, qui permettra de faire un point sur tous ces sujets qui concernent la stratégie d'investissement public, la croissance en Europe, soit aussi l'occasion de faire un point sur un autre sujet sur lequel il n'y aura pas de croissance, qui est la remise en ordre de la finance. Nous avons réussi depuis le Conseil européen du mois de juin, cela a été confirmé en octobre et en décembre, à créer les conditions au sein de l'Union européenne de la mise en place d'une union bancaire. La supervision bancaire a fait l'objet d'un compromis avec l'Allemagne. La Commission, sous l'égide du commissaire Barnier, qui fait un très bon travail sur ces questions comme sur d'autres, travaille actuellement à l'élaboration de textes de nature législative visant à compléter la supervision bancaire par un dispositif de résolution des crises bancaires et de garantie des dépôts, pour que nous ayons la totalité du dispositif d'union bancaire. Dès lors que la supervision bancaire aura été mise en œuvre, il sera possible de recapitaliser directement les banques par le mécanisme européen de stabilité, ce qui signifie très concrètement que le lien entre dette souveraine et dette bancaire, qui conduit les États à devoir acquitter sur les marchés financiers des taux d'intérêt très importants lorsqu'ils veulent recapitaliser leurs banques, eh bien, ils n'auront plus à le faire. Et nous créerons ainsi les conditions de la possibilité pour le système financier européen de financer directement l'économie réelle, là où il s'était laissé aller au financement d'activités spéculatives et destructrices de valeur et de richesses sur les territoires de l'Union européenne. Je rappelle que dans le même temps, nous avons acté la possibilité pour le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, d'intervenir sur le marché secondaire des dettes souveraines. La Banque centrale européenne a emboîté le pas à travers le programme Outright Monetary Transaction qui permet, sur le marché secondaire des dettes souveraines, d'accompagner l'intervention du MES et du FESF de manière à créer les conditions d'un véritable pare-feu face à la spéculation. Enfin, je terminerai par la solidarité, car le Conseil européen doit également être en situation de profiler, de préparer les débats qui auront lieu au mois de juin sous l'égide du président du Conseil européen Herman Van Rompuy concernant l'avenir de l'Union économique et monétaire. Nous sommes très désireux, mesdames et messieurs les sénateurs, de faire en sorte que nous puissions profiter de cette réflexion conduite par Herman Van Rompuy
pour faire en sorte que sur un certain nombre de questions, nous puissions approfondir l'union économique et monétaire et approfondir le dispositif d'intégration politique qui sera rendu nécessaire par les progrès de l'union économique et monétaire. Plusieurs options et plusieurs hypothèses se présentent à nous. Celle de l'approfondissement de la gouvernance de la zone euro, car il n'y aura pas de possibilité pour l'Union européenne de surmonter la crise si elle n'améliore pas la gouvernance de la zone euro et si nous ne parvenons pas à rendre plus efficients les dispositifs de gouvernance à 17. En même temps, ce que nous ferons pour approfondir l'union économique et monétaire à 17 ne peut pas se faire au détriment de l'intégrité de l'Europe à 27. Il nous faut donc trouver une articulation entre la volonté que nous avons d'améliorer la gouvernance de la zone euro et la volonté que nous avons de maintenir l'intégrité du marché intérieur. C'est l'un des enjeux considérables des débats en cours avec Herman Van Rompuy, avec bien entendu le concours de l'ensemble des institutions de l'Union et des chefs d'État et de gouvernement. Et nous devons examiner chacune des opportunités de cette réflexion. La première opportunité, c'est que dès lors qu'il y a une meilleure gouvernance de la zone euro, de doter la zone euro d'une capacité budgétaire qui pourrait permettre à celle-ci de faire face aux chocs de conjoncture et de mener des véritables politiques destinées à surmonter les chocs conjoncturels lorsqu'ils se présentent à nous de façon violente. Deuxièmement, il y a la possibilité d'approfondir la réflexion sur la mutualisation de la dette. J'ai souvent entendu dire sur ces bancs que cette question n'était plus d'actualité. Mais les plus européens d'entre vous auront sans doute remarqué que le Parlement européen a obtenu dans le cadre du trilogue, c'est-à-dire au terme d'une discussion avec la Commission et le Conseil européen, qu'un groupe de travail particulier soit mis en place destiné à définir les conditions dans lesquelles nous pourrions avancer ensemble vers les Eurobills et à terme les Eurobonds. Tout simplement parce qu'une grande majorité des représentants du Parlement européen, toutes tendances politiques confondues d'ailleurs, considèrent qu'à partir du moment où il y a une convergence des politiques budgétaires autour des disciplines budgétaires, il doit y avoir une possibilité de mutualiser la dette de manière à faire en sorte que l'Europe dispose de moyens dont elle ne dispose pas aujourd'hui. Le fait qu'au terme du trilogue, c'est-à-dire d'un échange entre toutes les institutions de l'Union européenne, l'ensemble des institutions de l'Union ait acté le principe de la mise en place de ce groupe de travail, témoigne du fait que nous avons également ce chemin et cette opportunité devant nous. Enfin, troisièmement, il y a devant nous la question de l'Europe sociale qui a été mise à l'ordre du jour des travaux du Conseil européen. Dans le cadre de l'acte 2 du marché intérieur, de nombreux sujets se présentent à nous, qu'il s'agisse de la reconnaissance des qualifications professionnelles au plan européen, qu'il s'agisse de la reconnaissance de la portabilité des droits sociaux, qu'il s'agisse de la possibilité d'engager une réflexion sur la mise en place d'un salaire minimum européen. Voilà toutes les questions qui sont devant nous dans le cadre de la feuille de route d'Herman Van Rompuy dont nous aurons à traiter au cours des semaines et des mois qui viennent, et plus particulièrement à l'occasion des 2 Conseils européens de printemps, de mars et de juin. Je voudrais conclure en indiquant que ce Conseil européen sera aussi l'occasion pour la France d'indiquer la manière dont elle entend respecter les objectifs de redressement qu'elle s'est assignés à elle-même. Je voudrais terminer par ce point. Les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles évolue la conjoncture européenne, et notamment la croissance très faible, ne permettent pas d'atteindre les objectifs de réduction des déficits que nous nous étions fixés. Mais la Commission européenne comme la Cour des comptes ont, dans leur évaluation de la situation, reconnu que les 2/3 des efforts de rétablissement du déficit structurel de la France résultaient des efforts qui ont été accomplis depuis le mois de juin dernier. Ce qui signifie, ça va moins mal que ça n'a été en tous les cas, Monsieur le Président. Ça va beaucoup moins mal. Parce que, Monsieur le Président, je voudrais quand même vous rappeler, vous êtes un homme qui aime les chiffres, que la situation que vous nous avez laissée, c'était 75 milliards de déficit du commerce extérieur. Oui, mais nous on s'en souvient, parce que ça fait partie des choses qu'on est obligé de corriger. Le doublement de la dette en 5 ans, un creusement absolument abyssal des déficits, ce qui vous autorise avec beaucoup d'autorité à nous donner beaucoup de leçons, que nous prenons d'ailleurs avec beaucoup d'humilité.
Non, c'est pas facile, c'est la vérité des chiffres. Non, mais l'imagination n'est pas nécessaire quand les chiffres sont là et qu'ils nous imposent une réalité qui doit nous interdire toute forme d'imagination, simplement la rigueur des chiffres avec laquelle, Monsieur le Président Marini, vous avez beaucoup de difficultés, ce que je regrette parce qu'entre personnes honnêtes et de bonne compagnie, on doit pouvoir regarder les chiffres avec une certaine lucidité. Je suis désolé de devoir... Non, absolument, les chiffres sont là. Vous avez doublé la dette en 5 ans, vous avez laissé un déficit abyssal et vous avez laissé 75 milliards de déficit du commerce extérieur, ce qui vous autorise tous les jours à donner des leçons de sérieux budgétaire et de compétitivité de l'économie. Non, je ne continue pas parce que je pense que ce que j'ai dit devrait suffire à vous éclairer et je vais terminer mon propos en souhaitant que ce débat soit l'occasion... Non, ce n'est pas la vérité officielle, c'est la vérité des chiffres. La vérité des chiffres des institutions françaises auxquelles vous avez souvent fait référence lorsqu'il s'agissait de nous accabler. Mais lorsqu'il s'agit de regarder la réalité en face que vous nous avez laissée, là, les institutions de la République ne sont plus promptes à donner les bons chiffres. C'est ce que j'appelle le contraire de l'honnêteté intellectuelle. Mais peut-être ai-je tort, Monsieur Marini. Et comme je souhaite que le débat soit l'occasion de faire la vérité sur tous ces sujets, notamment sur ce que nous avons fait, que je suis très impatient de vous entendre m'apporter la contradiction, j'arrête là mon propos et je retourne à mon siège avec une grande envie de vous entendre développer vos vérités. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Simon Sutour, président de la Commission des Affaires européennes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Conseil européen qui va se tenir les 14 et 15 mars prochains est particulièrement important. En effet, il va se prononcer sur les lignes directrices de l'Union européenne concernant les programmes de stabilité et les programmes nationaux de réforme. Vous avez détaillé, Monsieur le Ministre, ce qui est en cause. Je remercie donc tout particulièrement le Président du Sénat d'avoir veillé à ce que ce débat se tienne aujourd'hui. Et j'ajouterai dans un horaire convenable. Je remercie aussi, Monsieur le Ministre, sa disponibilité pour répondre à nos questions. Les récentes prévisions de la Commission européenne confirment malheureusement la dégradation de la conjoncture économique. Et cela concerne l'ensemble de l'Union européenne. Selon la Commission européenne, la croissance économique ne devrait atteindre que 0,1% en 2013 dans l'Union. Dans la seule zone euro, l'économie devrait se contracter de 0,3%. Cette faiblesse de l'économie devrait avoir un impact direct sur le chômage. Le taux de chômage devrait atteindre 11,1% dans l'Union européenne et 12,2% pour ce qui concerne la seule zone euro, avec des pics extrêmement inquiétants pour le chômage des jeunes. On ne peut imaginer que cette conjoncture économique très dégradée ne soit pas prise en compte dans la définition des lignes directrices pour les politiques nationales. L'effort de stabilisation des finances publiques est en effet une exigence. Il doit être poursuivi avec détermination. La France a engagé en 2012 et 2013 un effort d'ajustement structurel sans précédent. Mais cet effort doit aussi s'inscrire dans la durée selon un calendrier réaliste. Dès lors que la conjoncture économique se dégrade, chacun peut comprendre que ce calendrier doit être adapté. Et il l'a été. Le FMI lui-même a récemment mis en garde contre l'excès d'austérité. C'est la formule que nous employons souvent. Le malade est tellement guéri qu'il meurt guéri. Il faut aussi poursuivre sur la voie des réformes structurelles et agir pour la compétitivité de nos économies. Depuis 10 mois, la France est engagée dans ce sens. Nous avons un pacte national pour la compétitivité et l'emploi. Nous allons bientôt transcrire dans la loi l'accord historique entre les partenaires sociaux qui réforme en profondeur le marché du travail. Dans le même temps, l'Union européenne doit elle-même mettre au premier plan le soutien à la croissance. La France a depuis 10 mois porté ce débat devant les instances européennes. Elle a été entendue avec l'adoption en juin 2012 du pacte pour la croissance et l'emploi. Il faut poursuivre dans cette voie et aboutir rapidement à des réalisations concrètes. L'emploi des jeunes doit être la priorité des priorités. En décembre, la Commission européenne a proposé un train de mesures dans ce domaine. Grâce à la détermination du Président de la République, la France a obtenu, lors du Conseil européen de février, la création d'un fonds de lutte contre le chômage des jeunes.
Ce fonds de 6 milliards sera destiné aux régions où le taux de chômage des jeunes dépasse les 25%. Ma région est hélas concernée. Alors, elle va en bénéficier, mais malheureusement, je préférerais que le Languedoc-Roussillon ne soit pas concerné. Je mesure donc, à titre personnel, l'importance que peut avoir dans nos territoires une action européenne bien orientée. Intensifier cette action est d'autant plus nécessaire que l'Europe est facilement utilisée pour servir de bouc émissaire aux difficultés nationales. Nous le constatons tous les jours. Les résultats des récentes élections italiennes viennent de nous le rappeler. Le rétablissement des finances publiques ne sera donc compris que s'il s'accompagne d'une plus grande solidarité et d'une action énergique pour la croissance et l'emploi. Malheureusement, l'épisode de la négociation du cadre financier pluriannuel a cruellement révélé l'altération de l'esprit de solidarité. Le budget européen est par définition un exercice de solidarité. Le budget doit aussi refléter une certaine vision de l'Europe. Or, nous le savons tous, le sens même du projet européen est aujourd'hui discuté. La France doit donc continuer à œuvrer, comme elle le fait depuis 10 mois, pour redonner du sens au projet européen en le réorientant pour qu'il réponde aux attentes de nos concitoyens. L'absence de véritables ressources propres a perverti la négociation. Les États membres se sont focalisés sur leur solde net, c'est-à-dire sur la différence entre ce qu'ils versent et ce qu'ils reçoivent du budget européen. Cette logique continuera tant que le budget sera financé par des contributions nationales. C'est la négation même de la solidarité européenne. C'est pourquoi nous devons travailler à la création de nouvelles ressources propres. Le Sénat l'a souligné en décembre dernier. Dans ce contexte très difficile, la France a bien négocié. Quand on se souvient de la manière dont les discussions s'étaient engagées, nous avons réussi à éviter le pire. De plus, nous ne sommes qu'à la première étape du processus. Je voudrais insister là-dessus. Le Parlement européen dispose d'un réel pouvoir puisqu'il doit maintenant donner son approbation à ce budget européen qui résulte d'un accord du Conseil. Je souhaite qu'il le mette à profit pour revoir à la hausse certaines enveloppes. Ce serait la preuve que l'esprit de solidarité a encore un sens en Europe. Puisque l'on va fixer des lignes directrices sur les politiques nationales, nous devons aussi nous interroger sur leur coordination. D'un côté, nous avons des pays qui ont des excédents et une compétitivité élevée. De l'autre se trouvent des États qui luttent pour réduire leur déficit. Que les premiers relancent leur demande intérieure serait bénéfique pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est aussi cela la solidarité européenne. Notre débat se déroule alors que se développent les réflexions sur l'approfondissement de l'union économique et monétaire. Le Conseil européen a adopté une feuille de route en décembre. Celui de juin prendra des décisions. Il est indispensable que ces décisions concilient la rigueur financière avec une approche dynamique en faveur de la croissance et de l'emploi. J'insiste toujours sur ces mots croissance et emploi. Pour cela, il faut aller vers plus d'intégration à partir d'objectifs partagés. Nous travaillons à rendre nos économies plus fortes et plus compétitives, mais nous avons aussi besoin d'une harmonisation des politiques fiscales et d'actions ambitieuses au niveau européen pour développer les infrastructures et encourager la recherche. C'est pour cela que nous avions insisté dans notre résolution de décembre 2012 sur l'importance du projet de mécanisme européen d'interconnexion dans ses 3 volets, transport, énergie et numérique. Dans ces conditions, la diminution envisagée par le Conseil européen de 50 à 30 milliards des moyens consacrés à ce mécanisme d'interconnexion est particulièrement préoccupante. Nous sommes aussi inquiets des moyens qui seront alloués au programme Horizon 2020 en matière de recherche. Et là, on peut s'interroger, où est le souci de croissance? Enfin, une Europe réorientée, c'est une Europe qui a une véritable ambition sociale. Face à la situation de l'emploi, la solidarité doit s'exercer à l'égard des territoires durement touchés par le chômage. C'est l'intérêt du Fonds de lutte contre le chômage des jeunes, dont la France a obtenu la création. C'est aussi l'enjeu du Fonds d'adaptation à la mondialisation ou du Fonds d'aide alimentaire, qui, à la demande du Président de la République, sera maintenu à un niveau de 2,5 milliards d'euros. Et là, je voudrais quand même m'interroger, parce que c'est vraiment inquiétant, quand nous avons ce type de débat au niveau européen, de voir certains pays
qui remettent en cause ce type de mécanisme. Il y aurait aussi avantage à lancer, nous l'avons souvent dit, mais nous le répétons aujourd'hui, des emprunts communs entre États membres. Nous aurions alors l'expression de cette solidarité concrète que l'Europe doit traduire aujourd'hui si elle veut éviter, et ça c'est très important, c'est le défi majeur de l'avenir, si elle veut éviter la désaffection des peuples. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Michèle André, vice-présidente de la Commission des Finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, François Marc, retenu par des conditions météo un peu difficiles dans son département, aurait dû s'adresser à vous. Je vais tenter de vous intéresser quelques minutes sur cette question. Pourquoi ne nous intéressons-nous pas plus, finalement, à l'Europe? Et donc, j'espère que nous trouverons jour par jour le moyen d'en faire un peu plus, de l'apprécier davantage et peut-être de se considérer dedans et pas, comme c'est souvent le cas, à côté et critique. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce débat préalable au Conseil européen des 14 et 15 mars souligne la volonté du Parlement d'avoir toute sa place dans ce qu'il convient désormais d'appeler le semestre européen. En effet, la prochaine réunion du Conseil va traiter de questions importantes. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre et mon cher collègue Simon Sutour, relative à la trajectoire économique et budgétaire des pays européens, dont celle de la France. Dans ses recommandations adressées à la France en juin 2012, le Conseil européen avait rappelé l'objectif de ramener notre déficit public à 3% en 2013. Faut-il encore rappeler qu'au moment de ces recommandations, la Commission européenne estimait la croissance du PIB à 1,3% pour l'année 2013. Cet objectif, on le sait, ne sera pas atteint en raison de la dégradation de la situation économique dans l'ensemble de la zone euro. À cet égard, certains semblent tenter de verser dans le catastrophisme, mais cela n'a pas beaucoup de sens. Vouloir coûte que coûte ramener le déficit public à 3% en 2013, sans considérer le contexte économique, provoquerait une récession qui nuirait en retour à notre trajectoire de redressement. La Cour des comptes ne recommande d'ailleurs pas de prendre des mesures supplémentaires de 2013 pour atteindre l'objectif des 3%, mais insiste sur la réalisation effective de l'effort structurel programmé. Notre crédibilité repose sur notre détermination à redresser durablement nos finances publiques. Pour la première fois en 2012, les dépenses de l'État ont été inférieures à celles de 2011. S'agissant de l'année 2013, l'effort budgétaire est jugé sans précédent par la Cour des comptes elle-même. Enfin, entre 2010 et 2013, selon la Commission européenne, la réduction de notre déficit structurel se sera établie à plus de 4 points de PIB, comme la France s'y était engagée. Cette détermination ne peut donc être mise en doute et justifie que nous obtenions de nos partenaires européens le report à 2014 de l'objectif de retour du déficit sous les 3%. Il faut d'ailleurs rappeler qu'en juin 2012, le Conseil n'avait pas fait référence au TSCG qui résonne uniquement en termes de solde structurel, car il n'était pas encore entré en vigueur. Toutefois, les institutions communautaires devront prendre en compte cette évolution de la gouvernance de la zone euro qui, si elle ne modifie pas le pacte de stabilité, aura nécessairement un impact sur la manière dont elles décideront de l'appliquer. S'agissant des prévisions de déficit public pour 2013 et 2014, personne, pas même la Commission européenne, n'est capable de dire aujourd'hui, avec certitude, ce que seront la croissance du PIB et l'évolution de nos recettes en fonction de celle-ci. Mais elle montre l'effort supplémentaire que nous pourrions avoir à produire en 2014 pour faire en sorte que notre déficit public soit sensiblement inférieur à 3% du PIB. Cet approfondissement de l'effort, le gouvernement l'a engagé. C'est le sens des audits qu'il a demandé dans le cadre de la modernisation de l'action publique et de la réflexion initiée en vue d'une nouvelle réforme des retraites. Ce sont ces réformes qui permettront de sécuriser durablement notre redressement et qui sont attendues par nos partenaires européens, comme d'ailleurs par les investisseurs, plutôt que des mesures qui permettraient d'atteindre les 3% de 2013 sans considération de leurs conséquences immédiates et futures.
Le gouvernement a pris des mesures importantes pour relancer la croissance et dynamiser le marché du travail. Le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi doit permettre aux entreprises d'embaucher, d'investir et de gagner des parts de marché. Dans ce cadre, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a opéré un déplacement significatif de la fiscalité du travail vers la TVA et la fiscalité écologique qui doit favoriser notre transition énergétique. Au-delà de ce pacte, l'accord national interprofessionnel conclu en janvier dernier, dont la transcription dans la loi nous sera soumise prochainement, devrait permettre de dynamiser notre marché du travail. Ces mesures visent à renouer avec une croissance durable et à améliorer notre compétitivité. Elles ne sont certainement pas en contradiction avec les recommandations adressées à la France par le Conseil européen en juin 2012, qui rejoignent d'ailleurs celles qui nous sont faites par plusieurs organisations internationales et observateurs étrangers. Il s'agit donc de convaincre pleinement ceux de nos partenaires européens qui resteraient à l'être de notre détermination à redresser nos finances publiques et à renouer avec une croissance plus forte, afin d'obtenir le report d'une année de l'objectif de retour sur les 3% de déficit public. Il faut aussi inviter le Conseil européen à préconiser des orientations favorisant le retour de la croissance et l'amélioration de la situation de l'emploi dans l'ensemble de l'Union européenne, car c'est dans la faible croissance que réside la cause de nos déficits, au-delà de la part structurelle que tous les pays européens s'emploient désormais à résorber. Je vous remercie. Merci Madame la Vice-présidente. J'indique au Sénat que la conférence des présidents a décidé d'attribuer un temps de parole de 8 minutes au porte-parole de chaque groupe politique et de 5 minutes à la réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Le gouvernement répondra ensuite aux commissions et aux orateurs. Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs de groupe et je passe la parole à Monsieur Ronan Dantec pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sans ignorer, nous en avons parlé, l'importance du premier point au programme du Conseil européen de cette semaine, je centrerai mon propos sur le second item figurant au projet d'ordre du jour qui porte sur les relations extérieures de l'Union. Il sera en effet l'occasion de procéder, je cite, à un échange de vues ouvert sur les relations avec des partenaires stratégiques, étant entendu que le Conseil européen ne devrait pas adopter de conclusions écrites sur ce sujet. Cette formulation n'a rien d'original, elle est même assez habituelle pour les Conseils européens. Cependant, le contexte actuel n'est pas anodin, en particulier s'agissant des partenaires stratégiques de l'Europe, entendus ici principalement au sens économique. Je fais le lien avec l'annonce faite récemment par le président Obama sur le lancement prochain de négociations visant à instaurer un accord de libre-échange qui engloberait les deux rives de l'océan Atlantique, Union européenne et États-Unis. Ce serait le plus important accord de ce type jamais conclu dans le monde. Il concernerait le tiers du commerce international, la moitié de la production économique globale. Autant dire que son rôle de régulation et son impact sur l'économie mondiale serait central. Il est certes de coutume d'évoquer ces sujets dans le cadre de discussions sur les questions commerciales. Autant silence plus que durant un point sur les affaires extérieures. Mais il paraît difficile de ne pas prêter une dimension stratégique globale à ce nouveau partenariat éventuel avec les États-Unis. Et que savons-nous à cette heure du dialogue qui s'ouvre? D'abord qu'il devrait débuter formellement cet été. En effet, c'est le Conseil du mois de juin qui devrait donner à la Commission européenne le mandat par lequel elle mènera les négociations, d'où aussi l'intérêt des discussions informelles qui s'amorcent maintenant. Ensuite, si l'on en croit les précédents, et notamment la recherche d'un accord du même type avec le Canada, nous pouvons craindre que ce dialogue ne brille pas non plus tout à fait par sa transparence. Et enfin, les sujets abordés sont loin aujourd'hui d'être consensuels. En l'occurrence, cet accord de libre-échange ne devrait pas diminuer drastiquement les droits de douane, ils sont déjà faibles. On parle de taux moyens situés aux alentours de 3,5% pour les importations depuis l'Europe vers les États-Unis et de 5,2% en sens inverse.
On peut toutefois remarquer qu'en les restreignant encore, on affaiblira d'autant, c'était l'intervention précédente, le budget de l'Union. Les droits de douane, déjà presque marginaux suite à d'autres accords similaires, en représentent environ 15% aujourd'hui. Il faudra quand même voir comment compenser cette diminution si nous voulons donner toujours une certaine ambition au budget européen et à sa capacité d'agir sur l'économie européenne. Mais c'est dans le domaine de la réglementation sanitaire, sociale ou environnementale que cet accord pourrait avoir le plus d'impact et ses conséquences pourraient bien s'avérer négatives pour les citoyens et les consommateurs européens. Les États-Unis et l'Europe, nous le savons, ont une conception de la protection des données personnelles qui diffère radicalement, ce qui pose déjà des problèmes avec des gens comme Google ou Facebook. La presse en est beaucoup fait l'écho ces derniers temps, dont le modèle économique repose justement sur la commercialisation de ces données. Ça sera une question complexe. Les États-Unis et l'Europe ont aussi une vision totalement différente des modes de production alimentaire et du principe de précaution. La politique agricole commune est déjà sur un certain nombre de points problématique, mais on parle ici de la possible importation d'OGM, de volailles traitées au chlore ou de porcs soignés à de fortes doses d'antibiotiques. Les élus et le lobby agroalimentaire américain ont d'ores et déjà écrit à l'administration Obama pour réclamer que ces points précis soient compris dans les négociations. Or, ce serait évidemment pour nous une évolution totalement inacceptable dont l'éventualité même paraît absurde aujourd'hui, alors que nous nous trouvons au milieu de scandales sanitaires à l'ampleur non négligeable. Vous trouverez sur ce point, et je tenais à le dire cet après-midi, vous trouverez sur ce point à l'échelle européenne des écologistes particulièrement attentifs et mobilisés pour la défense de l'environnement et la santé des consommateurs. Au vu de ces enjeux, le débat se devra donc d'être transparent et d'associer les instances législatives et la société civile. Les écologistes ne sont pas opposés a priori à l'idée d'accords commerciaux, mais cette idée ne doit pas conduire à un nivellement par le bas de règles dont le seul but est de protéger la santé, la vie privée ou le bien-être des Européens. Des rapprochements entre législations sont évidemment possibles. Toutefois, un accord avec les États-Unis aussi étendu ne serait pertinent que dans la mesure où il instaurerait un terrain d'entente minimal qui serait déjà un mieux-disant par rapport aux pratiques actuelles en vigueur dans le monde sur toutes ces questions, mais aussi, encore plus globalement, je conclurai là-dessus, sur les questions climatiques ou de préservation de ressources. Il serait alors bien plus aisé d'influencer ces dernières, compte tenu du poids qu'aurait un tel marché par rapport aux autres acteurs économiques. C'est véritablement dans ce cadre que nous devons appréhender l'ouverture de cette négociation. Après les annonces de l'administration Obama sur la nécessité de répondre aux défis du changement climatique, engagement confirmé par la nomination de John Kerry, avec en perspective la fin du cycle de négociations climatiques entamé à Durban il y a maintenant un peu plus d'un an et qui se finiront à Paris en 2015, nous devons plus que jamais lier négociations commerciales et climatiques pour un accord de régulation globale vital pour l'avenir de nos sociétés. L'expérience que nous pouvons avoir de l'échec des précédentes négociations climatiques vient justement de l'incapacité que nous avons eue, c'était tout particulièrement le cas à Copenhague, à lier ce qui concernait le commercial et ce qui concernait l'environnement. À partir du moment où ces grandes négociations s'ignorent, elles sont condamnées à l'échec. Cette fois-ci, le calendrier de l'administration Obama est cohérent, ou tout du moins compatible avec ces échéances. C'est une chance que nous ne devons pas laisser passer. Le volontarisme européen sur le climat ne doit pas être limité au discours de façade. Il doit s'insérer dans une logique cohérente de toute la diplomatie européenne. Les négociations commerciales bilatérales en font partie, que ce soit avec les États-Unis, mais aussi évidemment avec la Chine et les grands pays émergents. Car soyons lucides, l'aggravation des crises environnementales, qui se déclineront derrière en crise alimentaire et sociale, conduira sans nul doute au repli et à la fin du libre-échange. Ceux qui pensent donc que l'échange économique mondial est globalement bénéfique doivent donc intégrer urgemment dans leur propre logiciel les enjeux environnementaux s'ils ne veulent pas demain assister impuissants aux replis nationaux dans un monde en souffrance. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Marini pour le groupe UMP. Monsieur le ministre, mes chers collègues, en ce début d'année, il me semble que jamais la distance
entre l'Europe institutionnelle et nos concitoyens n'a été aussi grande. Jamais la distance entre les propos officiels, techniques, technocratiques que l'on nous tient et la réalité des choses telle qu'elle est vécue, jamais sans doute cette distance n'a été aussi considérable. C'est ainsi que je sens les choses et je crois que cette distance est à l'image de celle qui sépare deux langages. Le langage que notre pays a dans les enceintes feutrées des réunions ministérielles ou institutionnelles à Bruxelles ou ailleurs avec ses partenaires et le langage que le même gouvernement a vis-à-vis de l'opinion publique et des divers représentants des milieux qui composent notre société. Et nous avons bien vu une expression de cette distance entre les opinions et l'Europe institutionnelle avec les élections italiennes. C'est bien une réalité. Il faut tenir compte de la réalité telle qu'elle s'exprime par le suffrage. Et sans doute aussi avons-nous affaire à des instances européennes qui, bien souvent, font semblant pour avancer, font semblant pour laisser croire qu'il y a consensus ou une direction commune, alors que bien des choses reposent sur l'à peu près ou sur le malentendu. Ainsi en va-t-il de la coordination des politiques fiscales. Quand on lit les documents officiels, il est question de progresser en matière de fiscalité de l'énergie, de fiscalité de l'épargne, ou encore vers une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés. Mais qu'en est-il de la réalité? Chacun le sait, aucune chance n'existe de faire progresser ces sujets à brève échéance, car tout dépend de l'avis d'un seul des 27. Et vous-même, Monsieur le Ministre, lors d'un précédent débat, lorsque je vous ai interrogé sur le renflouement financier de Chypre, vous n'avez pas eu une seule parole à propos de l'impôt sur les sociétés au taux de 10%. Vous m'avez répondu, bien entendu, comme tout à l'heure, en incriminant le gouvernement précédent et en incriminant le précédent président de la République à propos des affaires irlandaises d'alors, mais au moins, le président de la République d'alors avait-il dénoncé le dumping fiscal de l'Europe, même s'il n'a pas été rejoint par ses partenaires, alors qu'aujourd'hui, sur les 10% de taux d'impôt sur les sociétés applicables à Chypre, je n'ai pas entendu l'ombre d'une seule parole, si je puis ainsi m'exprimer. Au moins, mes chers collègues, en ce début d'après-midi, j'ai suscité votre attention, ce qui, sur un sujet européen, n'est pas nécessairement chose facile. Il est encore plus gênant d'observer les ambiguïtés en matière bancaire. On ne sait plus vraiment quel est le but politique recherché à travers l'union bancaire. On nous dit qu'il faut rompre le lien entre dette souveraine et dette bancaire, mais aucun accord, vous le savez, Monsieur le Ministre, sur les conditions dans lesquelles le mécanisme européen de stabilité pourra prêter directement aux banques ne semble se dessiner. Vous en avez parlé, pourtant, c'est une figure de style, une figure convenue, mais il n'y a aucun calendrier, il n'y a aucun progrès réel en ce sens, et vous le savez fort bien. Alors peut-être est-il nécessaire de tâcher de rendre un sens politique à ce que nous faisons dans le cadre de cette construction européenne. Sans doute est-il nécessaire que les parlements nationaux utilisent mieux l'article 13 du TSCG, alors que, jusqu'ici, les rencontres qui se sont multipliées demeurent désespérément formelles. Sans doute est-il nécessaire
de mieux s'approprier, ce qui nécessite du travail, mes chers collègues, dans le débat national, les notions, les procédures, les instruments qui nous parviennent à partir du droit communautaire et en particulier qui nous parviennent de ce two-pack qui vient d'être finalement adopté. Mais encore faudrait-il que nous sachions exactement comment s'enchaînent les notions des contrats de croissance et de solidarité aux plans budgétaires nationaux, en passant par bien d'autres choses. Et l'ambiguïté dans laquelle nous sommes, sans doute existe-t-elle aussi entre les recommandations adressées par le Conseil européen à la France en matière de réformes structurelles et la manière dont notre gouvernement, de façon erratique, souvent contradictoire à mon sens, décline sa politique. Les chantiers à ouvrir en matière de compétitivité, de réforme du marché du travail, de fiscalité écologique, de TVA, de formation professionnelle, de salaire minimum, tout cela me semble au minimum marqué du sceau de l'ambiguïté entre le langage européen que nous recevons, que nous acceptons, et le langage national que nous pratiquons. Or, mes chers collègues, et je terminerai par là, notre pays, même s'il semble abandonner dans l'immédiat l'objectif de déficit nominal de 3% du produit intérieur brut en 2013, a le devoir de demeurer crédible. Et nous le savons, le gouvernement l'a indiqué lors du Conseil des ministres du 27 février, il semble exclu, il est considéré comme inopportun de prendre cette année des mesures supplémentaires de gestion budgétaire, au-delà de celles qui sont déjà mises en œuvre. Mais alors, Monsieur le ministre, que répondra-t-on si, autour de la table du Conseil, on nous demande si nous serons capables de rester sans rien faire lorsqu'il s'avérera que le déficit probable de 2013 s'approche des 4%. Que répondra-t-on lorsqu'on nous demandera s'il est crédible de conserver comme objectif pour 2014, pour la fin de 2014, un déficit compris entre 2,5 et 3%, alors que les prévisions macroéconomiques de la Commission comme des meilleurs experts nous indiquent que sans mesures supplémentaires de consolidation budgétaire, nous risquons de nous trouver plutôt près de 4%. Et enfin, en tout état de cause, pour 2014, nous le savons, puisqu'il n'est pas prévu, semble-t-il, de faire d'efforts supplémentaires en 2013, compte tenu de l'ensemble des facteurs à prendre en compte, il faudrait que les mesures supplémentaires représentent, c'est un ordre de grandeur, entre 20 et 40 milliards d'euros, ce qui représente 1 à 2 points de produit intérieur brut. Effort gigantesque, en effet, effort qui, à ce stade, n'étant pas documenté, précisé, ne semble pas réellement crédible, ce qui, semble-t-il, est de nature à porter atteinte au crédit de notre pays. Mes chers collègues, c'est au moment où le Conseil européen va examiner les grandes orientations de politique économique, ce Conseil européen de printemps, que ces questions se posent. Et pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, de devoir les poser, même si elles vous semblent désagréables. Merci de votre attention. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Michel Billoux pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les auspices sous lesquels se prépare ce Conseil européen cette semaine sont bien sombres. Les nuages s'accumulent.
Partout en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Bulgarie, en Italie et même dans notre pays, les conséquences des orientations européennes voulues et défendues par les gouvernements montrent les limites de leur efficacité économique et ont surtout des conséquences dramatiques pour les peuples. La croissance est partout en berne et les prévisions pour cette année ne sont guère optimistes. Les chiffres du chômage explosent. N'avons-nous pas, ce trimestre, dépassé dans notre pays la barre symbolique de 10% de chômeurs indemnisés, sans compter celles et ceux qui n'ont pas droit aux allocations et qui, de fait, n'apparaissent pas dans les statistiques. Cette politique austéritaire voulue, orchestrée par l'Union européenne et les États qui la composent, mène à l'impasse. Partout, elle provoque des crises sociales, économiques et politiques. Le pacte budgétaire d'octobre dernier, que nous avons refusé de valider dans notre groupe, portait en lui les germes de ces drames sociaux que nous vivons au sein de l'Union. Le volet croissance de cet accord, qui devait nous apporter un mieux économique et social, n'a pas résisté longtemps aux dogmes libéraux qui sous-tendaient le traité. L'austérité est bien pour maintenant, la croissance, elle, pour plus tard, peut-être. Monsieur le ministre, vous allez pendant 2 jours échanger avec vos collègues sur la coordination des politiques dans le domaine économique, budgétaire et de l'emploi, ainsi que sur les orientations des programmes de stabilité et de convergence. Beau programme s'il en est, mais si l'on traduit la novlangue européenne, cela veut dire accord sur la logique de récession et d'austérité. Celle-ci, nous le voyons bien, a aussi des conséquences sur le Code du travail. L'accord à Nice sur la sécurisation de l'emploi en France est bien de la même veine. Ces recettes seront-elles aussi le fil conducteur de la future réforme des retraites et des allocations familiales? Je vous pose la question. Les mêmes recettes n'ont-elles pas déjà été appliquées en Espagne, en Italie, en Grèce, après l'avoir été en Allemagne même? Avec quels résultats? Le patron de Renault expliquait récemment qu'il ne comprenait pas pourquoi l'accord de compétitivité dans son entreprise en France n'était pas accepté par tous, alors qu'en Espagne, il avait obtenu l'accord des salariés. Mais croyez-vous que lorsqu'on a le couteau sous la gorge, on est en mesure de négocier d'égal à égal? Mais cette crise n'est d'ailleurs pas un moment difficile à passer pour tout le monde. Il y a cette année 200 milliardaires de plus dans le monde et la première fortune française, celle de Madame Bettencourt, s'est encore accrue cette année. Que doit-on en penser? Que l'Europe, qui aurait dû jouer ce rôle de bouclier social, cet exemple mondial de mieux-disant social, a décidé au contraire de s'aligner sur le moins-disant social. Dans ces conditions, la course vers une meilleure compétitivité de l'économie européenne face aux économies des pays émergents et de la puissance états-unienne risque bien d'être perdue d'avance. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est par la relance du marché intérieur européen que l'on peut espérer un nouvel élan de l'économie. Et la relance passe par une politique d'investissement tant européen que nationaux, mais aussi par une politique salariale volontariste qui permettrait aux Européens de reprendre le chemin de la consommation, donc de la croissance et de l'emploi. Est-ce dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux modes de production et aux choses produites? Non, bien entendu. L'Europe reste un espace où la recherche et l'inventivité sont encore une réalité, mais pour combien de temps? À chaque fois que l'on ferme un laboratoire, on fait reculer notre capacité d'innover et donc de réussir. Or, il nous faut absolument développer la recherche, car la relance de l'économie européenne ne peut que passer par le respect des critères de développement durable et du progrès social. Vous allez engager la discussion après-demain sur les orientations européennes pour 7 ans. L'accord sur le budget européen que vous avez négocié en février et que vous avez qualifié de bon compromis a été rejeté par la quasi-totalité des groupes au Parlement européen. Pervenche Berès, présidente de la Commission des affaires sociales au Parlement européen, a ainsi une toute autre lecture que la vôtre, Monsieur le ministre. Elle a annoncé, au cours d'une récente réunion à Bobigny avec des élus et des acteurs départementaux de la solidarité, qu'elle s'opposerait à sa ratification en l'état par le Parlement. Que doit-on en penser? Cet accord est en fait la consécration des égoïsmes de certains États. Croyez-vous sincèrement, alors que l'Europe s'enfonce dans la crise, qu'il fallait réduire d'1 milliard d'euros les budgets de solidarité et élargir le nombre de pays éligibles, alors que le nombre de bénéficiaires de ces aides ne cesse de croître partout en Europe? C'est pourtant le message que la France
que l'Europe envoie aux 25% de la population de l'Union qui vit en dessous du seuil de pauvreté. La Confédération européenne des syndicats ne s'y est pas trompée. Pour la première fois, celle-ci a demandé aux parlementaires européens et nationaux de ne pas ratifier un traité européen. Croyez-vous que cela soit une nouvelle lubie de la gauche? Non, la Confédération confirme dans son appel à manifester à Bruxelles que l'Europe n'est pas une zone de libre-échange, mais un espace dont l'objectif est le progrès économique et social. Et elle poursuit dans sa déclaration une feuille de route sur la dimension sociale de l'Union dans le cadre d'une coordination renforcée des politiques doit tendre à une convergence ascendante pour s'attaquer aux inégalités, à la pauvreté, au chômage et au travail précaire qui sont éthiquement inacceptables et créent une situation d'urgence sociale. Voilà quelle devrait être votre feuille de route, Monsieur le ministre, dans cette négociation. Vous ne seriez pas isolé, car vous auriez le soutien du monde du travail, des exclus, des précaires, des forces vives européennes. Si, en revanche, l'Union européenne poursuit le même chemin, elle contribuera à créer de la désespérance et, de fait, à renforcer les nationalismes, la xénophobie et les égoïsmes. Les résultats des élections en Italie devraient nous faire réfléchir. Bien sûr, le chemin est étroit et difficile, mais pensez que la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle tient le discours de la justice et de l'égalité. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes très chers collègues, voilà plusieurs mois que j'ai le plaisir de participer aux travaux de notre Commission des Affaires européennes. Je dois dire que je me réjouis de la qualité générale de nos débats et des propositions stimulantes des collègues qui ont su établir un diagnostic juste, tant sur le fonctionnement de l'Union que sur les actes législatifs qui y sont produits. Voilà pourquoi on ne peut que regretter que le débat préalable au Conseil européen soit finalement un exercice un peu stérile de commentaires, pourtant toujours intéressants, sur un ordre du jour qui nous dépasse et nous interpelle, quoi qu'on en dise, par sa vacuité politique. Je regrette, à vrai dire, le caractère essentiellement tribunicien laissé au Parlement en l'absence d'une procédure qui nous permettrait, sur le modèle de l'article 88-4 de la Constitution, de peser davantage sur le Conseil européen. L'ordre du jour du prochain Conseil appelle la conclusion de la première phase du semestre européen consacrée à l'examen des efforts de coordination entrepris par les États membres en matière de politique budgétaire. En soit, on ne peut que se satisfaire de la montée en puissance du principe de coordination qui reste l'un des grands acquis du pacte pour l'euro adopté il y a 2 ans. Et pourtant, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne peux que mesurer l'insuffisance de notre exercice et de la réunion du Conseil face à la crise et au ressentiment qui traverse aujourd'hui l'Europe. Les dernières élections en Italie ont été l'occasion de la sanction dramatique du gouvernement de Mario Monti, mis à mal par la progression spectaculaire de formations populistes. Ce phénomène est identique dans beaucoup de pays membres. La récente déclaration de David Cameron relative à une éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union par la voie d'un référendum attise aussi les tensions populistes que l'on retrouve par ailleurs en France. N'oublions pas que les formations eurosceptiques et populistes ont cumulé près de 30% des suffrages exprimés. Au même moment, le Parlement français, et notamment le Sénat, notre Assemblée, a été privé d'un véritable débat et d'une véritable explication sur le budget européen. Ce débat, pourtant demandé conjointement par Jean-Louis Borloo à l'Assemblée et François Zocchetto ici même, sur les modalités consternantes d'adoption d'un budget qui ne peut que nous sidérer à plusieurs égards. Ce budget engagera la prochaine Commission et le prochain Parlement à moins d'1 an des prochaines élections européennes. Comment ne pas pointer une telle anomalie institutionnelle?
Budget consternant enfin, puisqu'il est pour la première fois en nette diminution et pourrait remettre en cause à terme les investissements d'avenir, investissements dont nous avons terriblement besoin pour démontrer à nos concitoyens que l'Europe n'est pas un carcan, que l'Europe n'est pas un poids, mais qu'elle est au contraire une force d'avenir, une force pour l'emploi, une force pour la formation, l'éducation et l'avenir de nos enfants. Le groupe UDI-UC avait demandé à plusieurs reprises un débat spécifique sur cette question, mais à chaque fois on nous renvoie au débat préalable, sans plus de précision, comme si l'Europe finalement n'avait qu'une place restreinte au Parlement. Ainsi, nos discussions massent mal le fossé qui se creuse sans cesse entre l'Union, les citoyens et l'idéal européen que nous devrions tous partager. L'Europe, de la manière dont elle fonctionne, ne correspond plus aux aspirations de la population. Peut-être a-t-on mal mesuré d'ailleurs les racines profondes du référendum du 29 mai 2005. À certains égards, le non à la Constitution a été le signe avant-coureur de la crise morale que traverse le continent aujourd'hui. Les générations actuelles n'ont pas connu la guerre. Aussi, nous ne pouvons plus uniquement invoquer le souvenir des pères fondateurs de l'Europe comme l'argument d'autorité suprême dans le débat européen. L'Europe ne peut plus se vivre seulement comme un idéal, alors que nos concitoyens nous demandent une Europe concrète, une Europe protectrice, une Europe de la prospérité, une Europe de l'emploi, bref, une Europe de l'avenir, et pas seulement une Europe mémorielle qui se reposerait sur les lauriers du travail déjà accompli. Le groupe UDI-UC se veut le porte-parole de la voix européenne dans le débat public national. Et c'est justement parce que nous sommes viscéralement attachés à l'idée européenne que nous nous permettons d'être critiques à l'égard du fonctionnement actuel de l'Union. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de ma mission sur l'Europe du numérique, de travailler avec l'administration bruxelloise. Et force est de constater, je suis désolée de le dire, que nous faisons face à une administration d'un autre temps. L'Europe doit redevenir une aventure politique tournée vers l'avenir et ne saurait rester une machine purement technocratique. Le ressentiment de nos concitoyens est désormais trop palpable. La crise est trop grave, vous l'avez d'ailleurs rappelé, Monsieur le Ministre, pour que nous en restions à un tel degré de complexité, d'éloignement entre l'Union et le peuple. Ce ressentiment doit nous alerter sur la marche à suivre désormais et il nous faut impérativement resserrer le lien entre l'Union et les citoyens. Au regard du prochain Conseil européen, nous mesurons tous que le TSCG donnera de fait à la Commission un pouvoir considérable en matière budgétaire et donc en matière fiscale. Or, nous ne pouvons pas oublier, en tant que parlementaires, que la première des responsabilités des assemblées est de garantir le respect du principe du consentement à l'impôt et de voter le budget. Comment voulez-vous assurer le lien démocratique entre l'Union et les citoyens si la Commission décide de tout sans être responsable de rien? Comment ce lien pourrait-il vivre lorsque des décisions entraînant le destin de millions de citoyens européens se jouent parfois dans des cénacles refermés entre 2h et 3h du matin? Prenons un exemple précis. La rectification des prévisions de croissance de la France pour cette année impose au gouvernement, pour se conformer aux exigences de sa programmation prise en conformité avec les stipulations du TSCG, de souscrire à deux hypothèses pour maintenir une trajectoire vertueuse de désendettement. Soit vous jouez sur les recettes et vous serez contraint de créer de nouveaux impôts pour combler l'écart de prévision, soit vous jouez sur l'exécution pour imposer des économies aux administrations de l'État. Dans tous les cas, la simple correction d'un chiffre par Bruxelles entraîne des conséquences lourdes pour nos concitoyens et remet in fine en cause l'autorisation votée en loi de finances initiale. C'est la démocratie parlementaire nationale qui est atteinte par le manque de démocratie au niveau fédéral. Nous devons donc associer les citoyens à la prise de décision politique pour faire de l'Europe une Europe politique. Nous devons renforcer les pouvoirs de contrôle des parlements nationaux. Nous devons enfin établir une véritable définition du principe de subsidiarité pour enfin sauter le pas. Donnons à l'Union des compétences véritablement fédérales et en contrepartie d'une démocratie renforcée qui rendra l'Union politique et stratégique et non plus administrative et technocratique. Et les États s'occuperont de ce qui est leur ressort naturel. Je ne peux plus compter le nombre de fois où je suis interpellée, comme vous l'êtes d'ailleurs vous aussi, par exemple les entreprises qui souffrent d'une concurrence déloyale, imposée de fait par Bruxelles à travers un ensemble colossal de normes qui finalement favorisent naturellement les entreprises étrangères. Petroplus, dans mon département, en est un exemple, mais combien d'autres encore en France? Monsieur le ministre, comme vous le savez, le groupe UDI-UC
et le groupe politique où l'engagement européen est unanime et semble naturellement aller de soi. C'est au nom de cet engagement que je partage avec mes collègues que je souhaiterais que vous nous éclairiez, non pas tant sur la position de la France dans la procédure de conclusion du semestre européen, mais sur les propositions du gouvernement en matière de restauration du lien de confiance entre l'Europe et ses citoyens. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant d'aborder les enjeux de ce Conseil européen de printemps, qui constitue une étape importante du nouveau semestre européen, j'aimerais revenir un instant sur le compromis budgétaire issu du dernier Conseil européen de février. Ce n'est pas évidemment le résultat dont nous rêvions. Malgré les efforts de la France pour préserver les politiques traditionnelles, le nouveau cadre financier pour la période 2014-2020 représente une réduction des crédits de l'ordre de 35 milliards d'euros par rapport à la période précédente et de 12 milliards par rapport à la proposition de Herman Van Rompuy formulée en novembre. J'entends bien que ce compromis est le moins mauvais possible dans le contexte européen le plus difficile que nous ayons dû affronter et face à des pays conservateurs, majoritaires au Conseil, qui entendaient procéder à des coupes partout. J'ai le sentiment aussi que nos intérêts nationaux ont été dans une large mesure préservés. Ainsi, si les crédits de la PAC ont diminué, les retours français sont maintenus. Ce résultat est très satisfaisant, n'était pas gagné d'avance. Je salue enfin les avancées non négligeables obtenues concernant la jeunesse, que ce soit les crédits du programme Erasmus ou l'initiative pour l'emploi des jeunes voulue par le président de la République est dotée de 6 milliards d'euros. Le chômage frappe en effet durement les jeunes. Plus d'1 sur 2 en Grèce, en Espagne et dans certaines régions de l'Italie et du Portugal. L'Union européenne est parvenue à sauver ses banques en dépensant 700 milliards d'euros, mais peine à dégager les milliards d'euros indispensables pour soutenir directement les catégories victimes de la crise. Cela étant, nous avons des doutes quant à la capacité de ce budget à relancer la croissance et à renforcer la compétitivité de l'économie européenne, car c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, cette proposition de cadre financier pluriannuel doit encore être approuvée par le Parlement européen. Ce ne sera pas chose facile si l'on en croit les déclarations des responsables des principaux groupes politiques qui ont tous dénoncé un budget d'austérité. Dans un tel contexte, le moins qu'on puisse attendre du Conseil européen est qu'il se montre ouvert vis-à-vis de la volonté de négocier affichée par le Parlement européen, dont la position est positive et constructive sur plusieurs points importants. Je pense notamment à la flexibilité entre rubriques ou à la nécessité d'envisager de nouvelles ressources propres. Comment progresser sur cette dernière question, notamment sur la taxation des transactions financières que nous appelons de nos vœux et dont le principe a été décidé. Au fond, le principal intérêt du Conseil européen à venir sera de nous en dire plus sur la portée politique réelle de l'ensemble des réformes de la gouvernance économique entreprises ces dernières années. La crise a rappelé la très forte interdépendance des pays européens et donc l'utilité d'une approche à la fois large et coordonnée des choix économiques et sociaux nationaux. Sur ce sujet, quels sont les progrès ? Aujourd'hui, le projet européen semble se limiter à une gestion disciplinaire des politiques budgétaires et à quelques recommandations économiques sans grande incidence concrète. Oui, il est indispensable de réduire les déficits. Pour autant, cette stratégie doit être mise en œuvre avec discernement. D'ailleurs, l'OCDE ou le FMI, qui ont pourtant prêché pendant de longues années une discipline budgétaire absolue comme seule et unique voie de rédemption, nous invitent aujourd'hui à sortir de l'austérité. Les gouvernements et les peuples qui ont entrepris des ajustements à la fois nécessaires et douloureux ne peuvent se faire sans cesse rappeler à l'ordre par la Commission, sinon à considérer celle-ci comme une maison de redressement budgétaire.
Il semble que celle-ci soit disposée à une certaine flexibilité à l'égard de plusieurs pays, dont la France. Pouvez-vous nous le confirmer, Monsieur le ministre? La plupart des pays de l'Union européenne sont actuellement confrontés à des perspectives de récession, voire de dépression. Selon les prévisions de la Commission, 13 d'entre eux auront un déficit excessif, c'est-à-dire supérieur à 3% du PIB en 2013. La consolidation des comptes publics est certes nécessaire, mais ce qui compte, c'est avant tout les orientations prises par les gouvernements de l'Union et moins le calendrier qui doit être réaménagé chaque fois que nécessaire. Les difficultés que notre pays traverse actuellement sont essentiellement liées à la conjoncture, comme le prouvent nos bons résultats en matière de déficit structurel. La Cour des comptes a d'ailleurs souligné dans son dernier rapport qu'en réalisant un effort structurel de 1,40 points en 2012, notre pays a non seulement respecté ses engagements, ce qu'a reconnu la Commission, mais également réalisé un effort jamais réalisé depuis plusieurs décennies. Le Conseil européen doit évoquer l'état d'avancement du pacte pour la croissance et l'emploi, notamment en ce qui concerne le marché unique. Quelles sont les principales priorités? Il faut mettre en œuvre sans délai le volet financier de ce pacte, c'est-à-dire confirmer la mobilisation des 60 milliards de fonds structurels non utilisés, l'augmentation des capacités de prêt de la Banque européenne d'investissement et le lancement de Project Bonds. C'est encore plus nécessaire qu'il y a un an, compte tenu de l'évolution de la croissance et de la nature du compromis sur le budget communautaire qui vient d'être conclu par le Conseil européen. Enfin, l'Europe a besoin d'incarnation politique et surtout d'une dimension sociale pour une authentique union économique et monétaire. Cette réflexion est enfin entamée sous l'impulsion de la France dans le contexte actuel, avec un taux de chômage qui ne cesse de battre des records de mois en mois au sein de l'Union et plus encore au sein de la zone euro, et tous les indicateurs qui virent au rouge, pauvreté, précarité énergétique, qu'il faut rééquilibrer l'approche privilégiée jusque-là envers la crise. Le projet politique de l'Europe ne peut pas se limiter à sauver des banques. Il doit être tourné vers la prospérité, la création de richesses, l'innovation, la formation, l'emploi et surtout la croissance. Telle est la voie sur laquelle le gouvernement peut être assuré de l'entier soutien des radicaux de gauche qui plaident pour une Europe plus forte, plus démocratique et plus solidaire. En matière d'Europe, arrêtons les normes, les interdits et l'omniprésence des réglementations. Revenons du souffle, du corps et de la hauteur à cette belle idée toujours d'avenir. Monsieur le ministre, parlez-nous d'Europe et essayez de nous faire un peu rêver. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Alain Richard pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mes premiers mots sont tout simplement pour remercier le gouvernement de nous proposer, et le président Sutour a bien fait de rappeler le rôle aussi de notre conférence des présidents pour organiser ce débat à bonne date, et en remerciant aussi le ministre pour sa capacité de dialogue toujours très développée avec le Parlement. Et on sent qu'il apprécie l'échange parlementaire et il le pratique avec beaucoup de talent. Je voudrais exprimer au nom du groupe une tentative d'approche de politique générale sur le point où nous en sommes, sur les dossiers du Conseil européen et de politique générale d'abord européenne. On a bien senti chez au moins un des orateurs précédents la tentation assez visible de détourner le débat vers des questions de politique intérieure, qui n'ont pas forcément tourné à son avantage d'ailleurs, mais il me semble que la perspective doit être celle de l'Union européenne et de ce que nous sommes capables collectivement d'en faire. Il me semble que l'état de situation qu'on peut décrire est que nous nous approchons de la sortie de crise financière. Et j'essaye de justifier cela sur les deux points, la gestion des finances publiques de nos 27 pays et la gestion de notre système bancaire commun. Le nouveau dispositif de préparation concertée des budgets et des comptes nationaux se met au point, commence à se roder. Le dialogue avec le Parlement européen gagne en profondeur et il faut, je crois, encourager, nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre, nous comptons sur le gouvernement pour encourager la Commission à jouer pleinement le rôle d'un dialogue ouvert et
tenant compte des impératifs économiques, des impératifs de croissance avec le Parlement européen dans la préparation de ces perspectives budgétaires. Les dialogues avec les parlements nationaux doivent aussi s'approfondir pour que toutes les opinions démocratiques relatives à la politique financière de nos pays, mais de la politique aussi collective que nous menons, puissent s'exprimer, y compris celles qui continuent à défendre l'intérêt d'accumuler de nouveaux déficits. Je crois qu'il vaut mieux que la persuasion ait lieu, que la valeur relative des différentes opinions puisse être testée. Et donc, je crois qu'il faut considérer comme bienvenu le développement de ce système maintenant acquis, qui est fondé sur des décisions définitives. Et à un moment, simplement, dans nos démocraties, le fait majoritaire reprend ses droits, et une fois que les opinions et le dialogue avec les institutions européennes s'est développé, eh bien, c'est au gouvernement et à la majorité qu'il soutient de prendre leurs responsabilités sur les options budgétaires qui seront prises, mais en cohérence. Et c'est un point sur lequel il m'arrive d'insister en étant un petit peu déplacé, en réalisant un climat de confiance entre États européens et entre autorités budgétaires. Rappelons-nous quand même que si nous en sommes là, et je réponds d'un mot à Madame Morin-Desailly sur ce point-là qui mettait en cause les technocrates, si les technocrates sont obligés de vérifier les comptes, ma chère collègue, budgétaires apportés par les différents États, c'est parce que la situation désastreuse où nous nous sommes trouvés il y a 3 ans était le résultat de falsification de comptes. Il faut bien en sortir. Et je n'insiste pas plus sur ce point-là. Enfin, chacun est obligé de balayer devant sa porte. Je pense aussi que le dialogue Parlement européen, Parlements nationaux doit encore être approfondi parce que dans une union monétaire, la solidarité financière qui se fait progressivement doit se faire dans la clarté vis-à-vis des citoyens. Et donc nous allons continuer d'ailleurs tout prochainement entre parlementaires français à discuter sur la bonne application de la résolution dite ancrage démocratique pour savoir comment nous pouvons encore progresser et surtout comment nous pouvons expliciter vis-à-vis de nos mandants, vis-à-vis de notre opinion démocratique, les choix budgétaires que nous faisons en ayant dialogué entre Européens, ce qui me semble être un progrès tout simplement. Je crois que les avancées qui ont été réalisées sur ce point permettent de constater que la consolidation collective des finances publiques des 27 est en bonne voie. Et comme le disait un orateur précédent, il avait tout à fait raison, c'est le président, d'ailleurs, c'est le président Sutour, c'est le point d'avancée vers la mutualisation de la dette. Si on a créé les conditions de la confiance, si on a mis ces comptes au clair dans des conditions transparentes vis-à-vis des partenaires, les objections qui avaient un peu de fondement, c'est ça le crédit au sens étymologique du terme, est-ce qu'on est cru? Eh bien, ces conditions s'éclairciront et nous pourrons aller vers une véritable solidarité budgétaire. L'autre aspect auquel je faisais allusion de la sortie de crise financière, c'est la mise en place, là l'année est vraiment décisive, 2013, de la régulation bancaire partagée, qui était, il faut reconnaître, une énorme lacune du dispositif de l'euro tel qu'il avait été mis en place il y a une douzaine d'années, et qui est indispensable pour prévenir de nouveaux dérapages bancaires, de nouveaux dérapages financiers, comme ceux qu'on a connus au cours des 3 ou 4 dernières années. Je crois que les engagements sur la supervision sont réglés en principe, mais si vous en avez le loisir, Monsieur le Ministre, en nous répondant, je pense qu'il est important que vous nous disiez le degré d'optimisme que vous avez sur l'accomplissement de l'ensemble des formalités maintenant, des procédures de mise en place du dispositif d'ici à la fin de l'année, ce qui est un objectif politique que je crois nous partageons et qui répond à un besoin de sécurité des marchés des acteurs financiers. Et en particulier, je crois que cette sécurisation du système financier conjoint des 27 sera une grande étape, là aussi, pour notre stabilisation financière. C'est un manque de l'Union européenne, et il faut se le dire avec lucidité, que nous avons négligé les gouvernements successifs et les majorités successives pendant toute la période calme, qu'on a été obligé de traiter en ambiance de crise, mais nous sommes en train d'en sortir et il faut saluer ce résultat. On pourra noter au passage, d'ailleurs, pour en tirer peut-être quelques réflexions, que dans la négociation, un accord préliminaire s'est constitué
largement majoritaire pour instaurer un plafonnement des rémunérations dans le système bancaire européen. Et que ceci a été l'occasion de constater une situation un peu particulière de négociation de nos amis du Royaume-Uni, lesquels devraient, me semble-t-il, et je le dis vraiment amicalement, c'est un pays que j'aime beaucoup, s'interroger sur les conséquences qu'a eu pour leur propre économie, qui est quand même en récession prolongée depuis 2 ans et demi, de l'hypertrophie du système financier totalement dérégulé, et aussi sur leur capacité d'entraînement et de conviction, de partage d'opinion au sein du Conseil de l'Union européenne, depuis la position prise par le Premier ministre Cameron, consistant à dire qu'il mettait en doute la poursuite de la participation du Royaume-Uni à l'Union européenne. Mais donc, c'est un plan Sciences Po en 2 parties. Si nous avons su organiser dans la douleur une sortie de crise financière, nous ne trouvons pas encore collectivement la sortie de la crise économique manifestée par le déficit de croissance. Certes, il y a des contrastes entre pays, et d'ailleurs même si on regardait plus finement entre régions à l'intérieur de l'Union européenne, certains secteurs et certaines régions géographiques s'en sortent mieux que d'autres, mais la tendance globale est quand même à une stagnation prononcée. Le président Sutour a cité les bons chiffres tout à l'heure, 0,1% de croissance anticipée pour 2013 et plus de 11% de chômage en fin d'année. De ce fait, le débat, et vous nous en avez déjà dit beaucoup, Monsieur le Ministre, mais on peut poursuivre l'échange, doit être poursuivi et approfondi sur les modalités et sur le rythme du rééquilibrage des finances publiques et le maintien d'une demande suffisante. Car c'est le moment de se rappeler que, en tant que grand ensemble économique, comme les États-Unis, l'Union européenne est une économie collectivement relativement peu ouverte. Les échanges extérieurs de l'Union européenne comptent pour moins de 15% de son PIB collectif, et donc la demande interne est quand même le premier moteur de la croissance dans un ensemble comme celui-là. Donc, est-ce que le dispositif de retour vers les équilibres financiers n'est pas trop brutal et trop indifférencié? C'est une question, à mon avis, sur laquelle il faut poursuivre le débat. Nous partirons de 3 points solides pour poursuivre ce débat, me semble-t-il. 1, ça a été dit par plusieurs orateurs, nous avons fait une grande partie de notre travail d'assainissement budgétaire. 2, la Commission, dans son rôle d'expertise, l'a reconnu de façon inconditionnelle. 3, beaucoup de voix en Europe et de toute tendance politique s'expriment pour souligner le risque de la stagnation. Donc le débat va se poursuivre. L'argumentaire du gouvernement, à notre avis, est convaincant pour aller plus vite dans le sens de la croissance. Nous le partageons. Je ne reviens pas sur l'application du paquet croissance que vous avez mentionné, Monsieur le Ministre. Sinon, pour vous poser une autre question, puisque vous étiez très engagé pour que la mobilisation de ces ressources, de ces capacités d'investissement porte sur des projets en France. Et je sais que vous prenez beaucoup de contacts dans ce sens-là. Donc si vous pouvez nous dire comment vous progressez, ce sera utile. D'un mot de conclusion, l'enjeu de tout cela est profondément politique. Et je pense d'ailleurs que l'orateur de l'UMP l'a relevé à sa façon, certes avec des approximations, mais le point que je voudrais lui répondre, s'il était encore parmi nous, c'est que ce qui est d'abord politique, c'est la majorité de la Commission européenne, une majorité conservatrice, et la majorité du Conseil européen, qui l'est tout autant. Donc ceux qui aujourd'hui ont des reproches à faire à l'état de la construction européenne et à la perception par les peuples, comme il a dit, de l'Union européenne, devraient se poser la question de savoir si sa propre famille politique, qui est largement dominante dans les institutions